Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, les dirigeants des grandes entreprises africaines au rendez-vous à Genève en Suisse pour la 3e édition de l'Africa CEO Forum les 16 et 17 mars 2015. Près de 800 participants, dont plus de 500 PDG sont attendus. D'ici 2030, les États africains souhaitent satisfaire l'ensemble des besoins en énergie des populations. Un objectif qui demande de développer de nouveaux modes de production. Nous verrons lesquels dans ce journal. Vulgarisation des instruments juridiques internationaux adoptés par l'Union africaine. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ou encore celle du droit et du bien-être de l'enfant ne sont en effet que peu connues du grand public. Africa CEO Forum à Genève les 16 et 17 mars prochains. L'édition attend 800 décideurs africains et internationaux. Experts et participants vont échanger sur les trajectoires de croissance des économies africaines pour les 5 années à venir. La compétitivité et le climat des affaires de l'Afrique seront également au centre des réflexions de ce forum. Amir Beni Ahmed, directeur général du groupe Jeune Afrique et président de l'Africa CEO Forum, nous explique les enjeux de cette 3e édition dans un contexte économique mondial particulier. Troisième édition, elle s'ouvre c'est un tournant pour nous parce qu'elle s'ouvre dans un contexte économique assez particulier, avec une dégradation de la conjoncture mondiale, avec certains paramètres qui touchent particulièrement l'Afrique, la baisse du prix des matières premières notamment, et on a pensé qu'il était extrêmement important aujourd'hui que l'on puisse parler de choses qui sont fondamentale pour le développement du continent, à savoir l'environnement des affaires. On a eu pendant 10 ans une croissance qui a été portée quand même beaucoup par le développement des matières premières, pétrole, mines, et qui, à notre sens, a limité un petit peu les réformes à faire sur l'épanouissement du secteur privé. La question de l'emploi. On parle beaucoup de croissance inclusive en ce moment. La question de l'emploi est un des éléments majeurs. Si on veut qu'il y ait de l'emploi en Afrique, il faut que le capital africain ait envie de se développer pour justement employer des gens. Et le point crucial, c'est le doing business dans lequel les économies africaines, malgré tout, restent très mal classées. Sur les 50 derniers pays qui figurent dans ce classement, 36 sont africains malheureusement. Élection en Guinée. Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 11 octobre prochain. Alors que des incertitudes planaient sur la tenue du scrutin, les locales auront lieu en 2016. Une annonce qui intensifie le différend entre pouvoir et opposition sur la tenue des élections locales censées précéder la présidentielle. Les explications d'Ibrahim Ndiaye. C'est officiel, l'élection présidentielle aura lieu le 11 octobre 2015 en Guinée. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a annoncé mardi 10 mars le calendrier électoral. Le calendrier électoral est un point d'achoppement entre la majorité présidentielle et l'opposition. Toutefois, les dates avancées par la CENI sont-elles réalistes compte tenu de l'organisation logistique d'un scrutin présidentiel? Disons que nous souhaitons un climat politique apaisé, comme tous les Guinéens. Maintenant, tout dépend du calendrier de la CENI. Est-ce qu'on peut faire 2 élections en même temps pendant ce laps de temps, pendant qu'il y a eu Ebola qui n'était pas prévu du tout et qui a tout désorganisé ici en Guinée? Voilà la question qui est posée. Je pense qu'il faut être simplement raisonnable et faire ce que l'on peut pour que les choses marchent. Et la chose la plus importante, il me semble, c'est bien l'élection présidentielle, parce que là, pour ne pas être dans l'inconstitutionnalité. Moi, je pense qu'avec Ebola, c'est difficile pour la CENI de faire 2 élections en même temps. Il faut choisir. Quant aux élections locales, elles auront lieu à la fin mars 2016, une date qui divise déjà au sein de la classe politique. Les élections locales devraient en effet précéder la présidentielle. C'est une décision de M. Alpha Condé. Avant de quitter pour Bruxelles, il a donné des instructions à la CENI de ne pas faire les élections communales. Alors que depuis la fin des législatives, l'institution était en train de préparer les communales. Donc il ne veut pas les organiser parce que ça va justement mettre en évidence son impopularité et son incapacité à gagner l'élection présidentielle. Mais l'opposition ne l'acceptera pas, n'accepte pas ce calendrier, dans la mesure où aujourd'hui, en lieu et place des élus locaux, il y a des militants zélés des RPC qui ont été nommés et qui ne sont pas élus et qui sont là pour assurer, si vous voulez, la mise en œuvre de la fraude
que M. Alpha Condé envisage d'organiser à l'occasion de la présidentielle. Il ne veut pas se passer et se débarrasser de ces délégations spéciales qui n'ont aucune légitimité. Et donc l'opposition n'acceptera pas ça, d'autant plus que l'organisation des élections communales avant les présidentielles est un engagement pris lors du dialogue interpolitique guinéen de juin 2013. Rappelons que les dernières élections législatives de septembre 2013 s'étaient tenues avec près de 3 ans de retard, provoquant une profonde crise politique dans le pays. Les États africains misent sur les énergies renouvelables pour répondre aux besoins croissants de la population. Parmi ces énergies vertes, certaines sont privilégiées comme l'éolien et le solaire. Plus de précisions avec Idelet Mirabel Bissou. Développer les énergies vertes en Afrique, c'est l'ambition des gouvernements sur le continent. Fournir un accès universel à l'énergie d'ici à 2030, c'est l'objectif des pays africains. En Afrique subsaharienne, où le taux d'électrification varie entre 2 et 5%, les États, à travers des initiatives comme la plateforme africaine de l'énergie durable pour tous, initiée par la Banque africaine de développement, se sont lancés dans la mise en valeur des énergies renouvelables. Ces énergies renouvelables, et surtout l'éolien, on l'a vu en Europe, on l'a vu aux États-Unis, l'éolien nécessite énormément d'investissement avant que la rentabilité n'arrive. Donc il y a une courbe de l'unité d'énergie produite qui dépend énormément de l'investissement lourd. L'investissement n'est pas comme dans le photovoltaïque, un investissement léger et qui permet d'obtenir tout de suite de l'énergie et de la rentabilité. Les économies africaines connaissent une croissance annuelle moyenne d'un peu plus de 4%. Si cette tendance se poursuit, le PIB de l'Afrique devrait être multiplié par 3 d'ici 2030 et par 7 d'ici 2050. Un secteur énergétique plus performant permettra d'accélérer le rythme de l'essor économique du continent. Aussi, développer une énergie non polluante comme le solaire apparaît comme un atout pour les économies africaines. L'Afrique est bien lotie en matière de soleil et c'est une ressource qui pourrait être facilement exploitée et je pense même à un moindre coût. Et l'avantage, c'est que c'est une production qui pourrait se faire dans la durée et sans aucune incidence sur le plan environnemental. Mais il faudrait déjà mettre des structures, il faudrait former les Africains à cette nouvelle ressource-là. D'ici 2050, le continent comptera une population de moins 2 milliards de personnes. Si les tendances relatives à l'énergie ne se modifient pas, en 2030, 42% de la population n'aura pas accès à l'électricité et 56% sera sans combustible et technologie de cuisson. La rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme a lancé ce mardi à Dakar, au Sénégal, une campagne de vulgarisation des instruments juridiques internationaux adoptés par l'Union africaine. Cette campagne est initiée par la coalition panafricaine de la société civile, plus connue sous le nom SOTU, dont l'ARADO est un des membres fondateurs. Reportage d'Elas Ndiaye, notre correspondant au Sénégal. La rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme RADO a lancé mardi à Dakar une campagne de vulgarisation des instruments juridiques internationaux adoptés par l'Union africaine. Objectif, amener les populations africaines à s'en approprier. En effet, les instruments juridiques adoptés par l'Union africaine, tels que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, celui du droit et du bien-être de l'enfant, ne sont pas connus. Nous voulons aujourd'hui transcender ces frontières pour faire de l'Afrique une seule Afrique basée sur des valeurs de démocratie, des valeurs de bonne gouvernance, des valeurs de respect de la dignité humaine. Cette campagne est prévue dans chacun des pays membres de la coalition africaine de la société civile. Et pour ce faire, les acteurs comptent sur le milieu éducatif pour inculquer aux élèves la citoyenneté. En dehors de nos aides de cours, nous nous sommes organisés en club droits humains pour former nos enfants sur les instruments juridiques dans le programme State of the Union surtout, qui parle de démocratie, qui parle de la bonne gouvernance, qui parle des droits des femmes, des droits de l'enfant. Et ça, nous en avons fait une appropriation parce qu'elle touche au-delà d'autres couches sociales, mais également nos élèves qui sont appelés demain à être les futurs responsables de ce pays. Toutes les organisations qui œuvrent tout simplement pour les droits juridiques, pour l'émergence de l'Afrique doivent tout simplement faire plus part à l'intégration des jeunes. Car nous avons tout simplement noté que les jeunes sont de plus en plus intéressés à tout ce qui concerne tout simplement le contexte juridique. Et faire faux bond aux jeunes serait tout simplement faire faux bond à cette émergence. La coalition SOTU, State of the Union, est constituée de 10 organisations de la société civile africaine. Elle est créée en mars 2009 à Addis Abeba, en Éthiopie.
Le transport en commun dans la ville de Cotonou est marqué par un phénomène, les minibus Tokpa. Un nouveau moyen de locomotion à moindre coût et très prisé par la population, comme nous le montre ce reportage de notre correspondante au Bénin. Un nouveau mode de transport se généralise à Cotonou. Tokpa pour dire « allons au marché ». C'est ce qui se laisse entendre dès le passage de ces minibus devant les passagers. Présent sur toutes les artères principales de Cotonou, ce nouveau moyen de transport en commun concurrence durement les taxis-villes de moins en moins visibles aujourd'hui. Les gens avaient l'habitude de prendre le taxi-ville, mais avec ça, le coût du transport est cher. Pour trouver une solution à ces problèmes, les syndicats se sont concertés pour créer le système des minibus. Ils étaient une cinquantaine de minibus dans les années 90. On les retrouvait principalement hors de Cotonou. Aujourd'hui, ils sont plusieurs centaines à circuler dans la capitale économique. Une situation qui a attiré plusieurs jeunes devenus aujourd'hui conducteurs de ces minibus. Ils ont créé d'emplois parce qu'il y en a des chauffeurs qui ont deux employés et le minimum est à 1000 francs ou 2000 francs par jour. Et ils payent ces jeunes-là tous les jours, presque tous les jours. Les minibus Tokpa représentent une opportunité pour la population et surtout un soulagement pour les femmes commerçantes qui quotidiennement vont au marché dans Tokpa. C'est un moyen de transport efficace pour nous femmes commerçantes, ça nous aide énormément. En plus de leur tarif forfaitaire, les minibus Tokpa disposent également d'une forte capacité de transport de marchandises. Mais des questions se posent encore sur la sécurité de ces bus qui jusqu'aujourd'hui demeurent dans l'informel. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.